Ils savaient tous. Sauf moi. Je l'ai compris au moment précis où cette phrase a été prononcée, sans intention de blesser, presque distraitement, comme une évidence que l'on ne prend plus la peine de cacher. Elle est tombée au milieu de la conversation, entre deux phrases banales, portées par une voix sûre d'elle, habituée à parler, sans jamais être interrompue. Je me trouvais assise à ma place habituelle, légèrement en retrait de la table. Celle qu'on me laissait toujours, par habitude, par confort. Le repas touchait à sa fin, l'atmosphère était détendue, presque joyeuse. On parlait d'organisation, d'un dossier enfin réglé, d'une situation qui n'avait, selon eux, plus rien de problématique. Et puis j'ai posé la question. Une question simple, presque naïve. Pourquoi personne ne m'en avait jamais parlé directement? Le silence a répondu avant eux. Ce silence-là n'avait rien d'embarrassé. Il était dense, chargé, parfaitement maîtrisé. Les regards se sont croisés, brièvement, comme pour vérifier que personne ne ferait d'erreur. À cet instant précis, j'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Pas une colère. Pas encore. Une lucidité brutale. Ils savaient. Tous. Je n'ai pas insisté. J'ai observé. Des gestes figés. Des sourires qui ne revenaient pas. Des respirations un peu trop lentes. Personne ne semblait surpris par ma question. Ce détail m'a frappé plus que tout le reste. Ce que je venais de découvrir n'était pas une révélation pour eux. C'était un oubli volontaire. Le mien. Mon fils a fini par répondre. Des mots prudents, choisis avec soin. Il parlait de choses anciennes, de décisions complexes, de situations qu'il valait mieux ne pas rouvrir. Il disait cela calmement, comme s'il expliquait un principe évident à quelqu'un d'un peu trop sensible. Ma belle fille a acquiescé. Elle ajoutait des phrases rassurantes, enveloppantes, mais on voulait te protéger. Ce n'était pas nécessaire de t'inquiéter. Tout avait été fait dans ton intérêt. Dans ton intérêt. Ces mots ont résonné longtemps après que la conversation a repris, maladroitement, comme si rien d'important ne venait de se produire. On parlait à nouveau de projets, d'avenir, de choses concrètes. Moi, je n'entendais plus vraiment. Une certitude s'imposait, froide et claire. Je n'avais jamais été tenue à l'écart par ignorance. J'avais été tenue à l'écart par décision. Je repensais à toutes ces fois où j'avais fait confiance, où j'avais signé sans lire jusqu'au bout, où j'avais accepté des réponses vagues pour ne pas compliquer les choses. J'avais cru que cette discrétion me protégeait. Je comprenais maintenant qu'elle avait surtout servi à me rendre inoffensive. Je me suis levée pour aller chercher un verre d'eau. Personne ne m'a suivi. Personne ne m'a demandé si ça allait. Ce détail, anodin en apparence, m'a transpercé. Ma réaction n'était pas attendue. Mon trouble n'était pas pris en compte. Comme si mon rôle, depuis longtemps déjà, était de ne pas réagir. Dans la cuisine, je me suis appuyée contre le plan de travail. Mes mains tremblaient légèrement. Pas de peur. De compréhension. Je revoyais des scènes anciennes, sous un autre éclairage. Des conversations interrompues à mon arrivée. Des décisions déjà prises. Des sourires trop rapides quand je posais une question. Tout s'alignait. Je suis retournée dans le salon. Il parlait toujours. Je me suis rassise. J'ai écouté, autrement. Chaque mot semblait désormais révéler ce qu'il cachait. Les précautions de langage, les silences calculés, les phrases trop lisses pour être honnête. À ce moment-là, j'ai su que je ne pourrais plus jamais faire semblant. Que même si je me taisais encore, ce ne serait plus par naïveté. Une frontière invisible venait d'être franchie. Je n'ai pas confronté qui que ce soit ce jour-là. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas demandé d'explications détaillées. J'ai compris quelque chose de plus fondamental. Ma vie reposait sur une vérité partagée par tous, sauf par moi. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un oubli. C'était une organisation. En quittant la pièce ce soir-là, je n'ai ressenti ni tristesse immédiate, ni colère explosive. J'ai ressenti une forme de vertige. Comme si le sol s'était dérobé doucement, sans bruit, sous une construction que je croyais solide. Je savais que cette prise de conscience allait tout changer. Pas tout de suite. Pas visiblement, mais irréversiblement. Ils savaient tous. Et pour la première fois de ma vie, je comprenais que ne pas savoir n'était pas une protection. C'était une mise à l'écart. Et ce jour-là, sans le dire à voix haute, j'ai pris une décision silencieuse. Je n'accepterai plus jamais d'être la seule à ne pas savoir. Avant ce jour, là,
Avant ce silence trop lourd pour être anodin, ma vie me semblait claire, presque évidente. Je l'aurais racontée sans hésiter, avec cette assurance tranquille de celles qui pensent avoir compris leur place. J'étais l'épouse fidèle, la mère attentive, la femme discrète qui n'avait jamais cherché à occuper le devant de la scène. J'avais appris très tôt que la stabilité se construit souvent dans l'ombre. Je venais d'une famille où l'on parlait peu, mais où l'on tenait beaucoup. On disait que les choses importantes n'ont pas besoin d'être expliquées, qu'elles se ressentent. Ah, ma mère répétait que poser trop de questions finit par fragiliser ce qui tient encore debout. J'ai grandi avec cette idée, convaincue que la loyauté se mesurait à la capacité de faire confiance sans demander de compte. Quand j'ai rencontré mon mari, cette vision m'a semblé confirmée. Il avait une manière d'être sûr de lui, rassurante, presque enveloppante. Il savait décider, organiser, anticiper. À ses côtés, je me sentais protégée. Je ne voyais pas encore que cette protection impliquait aussi une délégation totale de ce que je croyais secondaire. Les papiers, les choix juridiques, les décisions à long terme. Nous avons construit notre foyer rapidement. Une maison choisie, disait Aon, ensemble. En réalité, il avait déjà étudié les options. Je m'étais laissé porter par son assurance. À l'époque, cela ne me dérangeait pas. J'aimais l'idée que quelqu'un prenne en charge ce qui me semblait compliqué. Je pensais que comprendre n'était pas indispensable pour être respecté. Les enfants sont arrivés, et avec eux, une organisation parfaitement huilée. Je m'occupais de ce qui ne se voit pas toujours, mais qui soutient tout le reste. Les rythmes, les repas, les inquiétudes nocturnes, la mémoire des dates importantes. Mon mari, lui, gérait ce qui engageait l'avenir. Il disait que c'était plus simple ainsi. Je l'ai cru. Je travaillais par période, selon les besoins de la famille. J'arrêtais, je reprenais, je m'adaptais. Je ne me demandais pas ce que je laissais derrière moi. J'avais la sensation d'être utile. Et cette utilité me suffisait. Elle me donnait une identité claire, sans conflit. Je me souviens encore d'un rendez-vous chez le notaire, il y a longtemps. La pièce était claire, impersonnelle. On parlait vite. Mon mari expliquait. Je signais. Je n'avais pas lu chaque ligne. J'étais fatiguée, pressée, confiante. Je pensais que ces signatures n'étaient qu'une formalité. Je ne savais pas qu'elles allaient, un jour, me devenir étrangères. Les années ont passé sans heurts visibles. Les enfants ont grandi, puis sont partis. La maison s'est remplie de silence. J'étais fière de ce que nous avions construit. Je racontais notre histoire comme une réussite tranquille. Je croyais sincèrement que l'équilibre était la preuve que j'avais bien fait. Avec le temps pourtant, j'ai senti un glissement discret. Les décisions se prenaient sans moi, puis m'étaient présentées comme des évidences. Quand je posais une question, on me rassurait. Toujours les mêmes mots. Ne t'inquiète pas, c'est réglé. Je les accueillais avec gratitude. Ils m'évitaient le doute. Mon mari devenait plus silencieux. Parfois, je surprenais un regard fuyant, une conversation interrompue à mon entrée. J'expliquais cela par la fatigue, par le poids des responsabilités. Je ne voulais pas imaginer autre chose. Imaginer aurait signifié remettre en cause toute une construction patiente. Quand il est tombé malade, je me suis occupée de lui sans compter. Je pensais que l'amour se prouvait, dans ces moments-là. Je n'imaginais pas que, pendant que je veillais, certaines décisions continuaient de se prendre ailleurs, sans moi. Je n'avais pas appris à soupçonner. Après sa mort, j'ai cru que les non-dits disparaîtraient avec lui. Je pensais que tout finirait par s'éclaircir naturellement. Je me trompais. Certains silences survivent. Ils s'installent dans les habitudes, dans les phrases répétées, dans ce que l'on ne prend plus la peine d'expliquer. Je continuais à croire à l'histoire officielle. Je la racontais moi à même, presque mécaniquement. Parce que douter aurait signifié admettre que j'avais vécu dans une version incomplète de ma propre vie. Et cette idée m'était insupportable. Je n'étais pas malheureuse. C'est peut-être cela qui rend tout plus difficile à accepter. On peut vivre longtemps dans une histoire fausse sans souffrir ouvertement. On s'adapte, on ajuste. On appelle cela la normalité. Ce que je comprends aujourd'hui, c'est que cette vie d'avant reposait sur une confiance jamais vérifiée. Une confiance sincère, mais aveugle. Elle avait permis à d'autres de décider ce qui devait être dit, et surtout, ce qui devait rester caché. Je ne savais pas encore ce qu'ils savaient tous, sauf moi. Mais déjà, en relisant ce passé avec des yeux neufs, je sentais que quelque chose d'essentiel m'avait été retiré. Lentement, sans bruit.
et que ce manque expliquait enfin ce malaise ancien que je n'avais jamais su nommer. Les premiers signes de rejet ne se sont pas imposés comme une évidence. Ils se sont glissés dans le quotidien avec une douceur trompeuse, presque attentionnée. À l'époque, je n'y ai pas vu une mise à l'écart. J'y ai vu des ajustements, des maladresses, la conséquence naturelle du temps qui passe. J'ai voulu croire que rien d'essentiel ne changeait. Après la disparition de mon mari, la manière dont on me parlait a évolué. Pas les mots eux à même, mais leur direction. On ne me demandait plus mon avis. On m'informait. Et encore, pas toujours. Les décisions semblaient surgir toutes faites, comme si elles avaient mûri ailleurs, dans un espace auquel je n'étais plus conviée. Je me souviens de cette phrase, répétée avec une régularité presque bienveillante. On a pensé que ce serait plus simple pour toi. Plus simple. Comme si la compréhension devenait soudain trop lourde à porter pour moi. Comme si savoir était désormais un risque inutile. Ah, ma belle fille excellait dans cet art du glissement. Elle ne disait jamais frontalement ce qu'elle attendait. Elle suggérait, enveloppait ses remarques d'une logique douce, presque pédagogique. Waouh, à ton âge, disait à elle, il faut se préserver. La maison est grande, fatigante. Ce n'est pas raisonnable de rester attaché à tant de souvenirs. Elle souriait en parlant, comme si elle me rendait service. Je souriais aussi, par habitude, par prudence. Je pensais que ces paroles n'étaient que des opinions, sans conséquences réelles. Mais je n'avais pas encore compris qu'elle traçait un chemin, lentement, vers une dépossession plus large. Les enfants, eux, évitaient les conversations trop précises. Quand je demandais des détails, on me répondait que ce n'était pas urgent, qu'on verrait plus tard. Ce plus tard ne venait jamais. J'apprenais les décisions une fois qu'elles étaient déjà appliquées. Et puisqu'il n'y avait plus rien à discuter, je me taisais. Les humiliations n'étaient jamais frontales. Elles se logeaient dans les détails. Un jour, je suis rentrée plus tôt que prévu et j'ai trouvé des cartons empilés dans le salon. Certains objets avaient disparu. On m'a expliqué que c'était pour faire de la place, pour alléger. Je n'avais rien demandé, je n'avais rien autorisé. Mais on me parlait comme si tout cela allait de soi. J'ai rangé ce qui restait, en silence. Lors d'un repas de famille, j'ai commencé à raconter un souvenir ancien. Rien de plaintif. Un souvenir simple, lié à une époque heureuse. Personne ne m'a interrompu. Mais peu à peu, les regards se sont détournés. Les conversations ont repris par-dessus ma voix. J'ai terminé ma phrase seule, dans un espace soudain vide. Puis je me suis tue, comme si c'était normal. Une autre fois, croyant que je n'entendais pas, j'ai surpris une remarque sur ma lenteur, sur mes habitudes, sur mon attachement au passé. Rien de méchant, disait Taïl, juste réaliste. Ces mots ne m'ont pas blessé immédiatement. Ils se sont déposés en moi, silencieusement, comme une poussière fine. Non, je me demande souvent pourquoi je n'ai rien dit. Pourquoi je n'ai pas posé de limite plus tôt. La réponse est simple. Même si elle me coûte encore. J'avais peur. Peur de déranger. Peur d'être perçue comme compliquée. Peur de perdre ce qui restait d'harmonie familiale. On m'avait appris que parler pouvait abîmer, et que se taire protégeait. Je n'avais pas compris que ce silence-là ne me protégeait pas. Il me rendait seulement plus facile à contourner. Peu à peu, je suis devenue transparente. On parlait de projets devant moi, comme si je n'étais qu'un témoin passif. On décidait de ce qui serait mieux pour moi, sans jamais me consulter. J'étais toujours invitée, mais de moins en moins incluse. Ma présence était tolérée, mais plus nécessaire. Chaque petite humiliation, prise isolément, semblait anodine. Mais ensemble, elles formaient un climat. Un climat où je n'étais plus une personne à part entière, mais un paramètre à gérer. Une variable que l'on ajuste pour que tout fonctionne sans accroc. Je continuais pourtant à croire à l'histoire officielle. Je me disais que c'était le prix de la paix, que vieillir impliquait de céder un peu de terrain. Je me racontais ces choses pour ne pas regarder en face ce que je ressentais vraiment. Ce que je ressentais, c'était une mise à distance progressive. Une façon douce, presque élégante, de me retirer du centre, sans jamais me le dire clairement. Je n'étais plus au cœur de la famille. J'étais sur le bord, là où l'on ne dérange pas. Je ne savais pas encore exactement ce qu'ils savaient tous, sauf moi. Mais déjà, sans le savoir, on m'avait habitué à ne plus compter, à accepter sans comprendre, à sourire quand on me retirait un peu de place. Ces petites humiliations n'étaient pas une fin.
Elles étaient une préparation, une manière de rendre acceptable, le moment venu, une vérité plus lourde, une vérité que tout le monde connaissait, et dont on avait décidé, collectivement, que je n'avais pas besoin de savoir. Et moi, pendant tout ce temps, je continuais à croire que je vivais encore dans une histoire honnête. La goutte d'eau n'est pas arrivée dans un éclat. Elle ne s'est pas annoncée par une dispute, ni par une révélation spectaculaire. Elle est entrée dans ma vie, comme tant d'autres choses auparavant. Par un détail administratif, un document trop neutre pour être innocent, glissé dans une enveloppe banale. C'était un matin calme. Rien ne laissait présager que ce jour-là marquerait une rupture définitive. J'ai ouvert le courrier machinalement, debout dans la cuisine, encore enveloppé dans la routine. Facture, publicité, puis cette lettre, plus épaisse, au papier officiel. Mon nom était écrit correctement, sans familiarité, sans chaleur. J'ai lu une première fois sans comprendre. Puis une deuxième fois, plus lentement. Il était question d'un dossier ancien, d'une succession enfin régularisée, d'un héritage géré depuis longtemps selon des modalités précises. Une phrase a arrêté mon regard. Même une phrase courte, juridique, implacable. Elle indiquait que certaines décisions avaient été prises en mon nom, à une période où j'étais juridiquement représentée. Représentée. Je me suis assise. Ce mot a résonné étrangement. Je n'étais pas absente à cette époque. J'étais là, présente, vivante, et pourtant, on avait décidé à ma place. Sans que je m'en souvienne, sans que je sois capable, aujourd'hui encore, de dire exactement quand j'avais compris ce que je signais. J'ai relu la lettre encore et encore, cherchant l'erreur, la confusion, le malentendu possible. Mais tout était clair. Trop clair. Les dates correspondaient, les références aussi. Ce n'était pas une anomalie, c'était une confirmation. J'ai appelé mon fils. Sa réponse a été immédiate, presque trop rapide. Il n'a pas semblé surpris. Il m'a expliqué que ce dossier était ancien, compliqué, qu'il avait été géré ainsi pour éviter des problèmes. Il disait cela calmement, comme s'il commentait un fait sans importance. Je lui ai demandé pourquoi je n'en avais jamais été informé, clairement. Il a soupiré. Il m'a répondu que ce n'était pas nécessaire, que cela n'aurait rien changé, que tout avait été fait dans mon intérêt. Encore ces mots. Dans mon intérêt. Je lui ai demandé s'il trouvait normal que je découvre cela par courrier, tant d'années plus tard. Il a éludé. Il parlait de timing, de lourdeurs administratives, de choses qui n'avaient plus vraiment d'importance. Aujourd'hui, sa voix était ferme, mais légèrement tendue, comme s'il craignait que je pose la mauvaise question. Or, après avoir accroché, je suis restée longtemps immobile, la lettre posée devant moi, comme une preuve silencieuse. Je sentais monter quelque chose que je n'avais jamais vraiment ressenti auparavant. Pas une colère explosive. Une indignation froide, structurée, celle qui naît quand on comprend qu'il ne s'agit plus de maladresse, mais d'une véritable dépossession. J'ai ouvert les tiroirs, les classeurs, les boîtes où je conservais les documents importants. Tout était rangé, méthodiquement. Trop méthodiquement. Les papiers liés à cette succession n'y étaient pas. Pas un seul. Comme si quelqu'un avait pris soin de les faire disparaître de mon champ de vision. Je suis montée au grenier, là où mon mari conservait ses dossiers personnels. J'y ai trouvé des cartons que je n'avais jamais vraiment ouverts, des dossiers étiquetés avec soin, et, derrière d'autres documents, une chemise cartonnée plus ancienne, légèrement abîmée. À l'intérieur, il y avait tout. Des actes notariés, des procurations, des échanges écrits, des signatures, les miennes. Je reconnaissais parfaitement mon écriture. Je reconnaissais les dates. Mais je ne reconnaissais pas les décisions que ces signatures validaient. Elles avaient été apposées à des moments où l'oncle m'avait demandé de faire confiance, sans m'expliquer les conséquences réelles. À des moments où l'on m'avait dit que ce n'était qu'une formalité. Je me suis assise sur une vieille chaise, le dossier sur les genoux. J'ai lu lentement, page après page. Le langage était froid, précis, sans émotion. Il ne parlait ni d'amour, ni de famine. Il parlait de biens, de droits, de gestion, de transfert. Et surtout, il parlait d'un secret soigneusement maintenu. Ce n'était pas illégal, c'était pire. C'était parfaitement organisé.
Tout avait été fait pour que je sois légalement présente, mais pratiquement absente. Mon consentement existait sur le papier, pas dans la réalité. On ne m'avait rien volé brutalement. On m'avait tenu dans l'ignorance, avec une patience remarquable. À cet instant précis, j'ai compris que je n'étais pas simplement mise à l'écart. J'avais été contournée. Doucement, poliment, au nom de ce qu'on appelait la tranquillité familiale. Je n'ai pleuré qu'une seule fois, brièvement. Pas pour l'argent, pas pour l'héritage, mais pour cette prise de conscience brutale. Toute une partie de ma vie avait été construite sur une vérité que l'on jugeait inutile de me dire. Ce jour-là, quelque chose s'est définitivement rompu. Je n'ai plus cherché à minimiser. Je n'ai plus cherché à comprendre leurs intentions. J'ai cessé de me demander comment préserver l'harmonie. J'ai compris que cette harmonie reposait sur mon effacement. J'ai rangé les documents avec soin. Je les ai posés sur la table, bien en vue. Ils n'étaient plus des papiers anciens. Ils étaient devenus le cœur du problème. La preuve tangible que ce que je ressentais depuis des années avait une cause réelle. Ce n'était plus une impression. Ce n'était plus une sensibilité excessive. C'était un fait. Et à partir de ce moment-là, une certitude s'est imposée, avec une clarté presque apaisante. Je ne pouvais plus continuer à vivre dans une histoire que tout le monde connaissait, sauf moi. La goutte d'eau n'avait pas seulement fait déborder le vase. Elle avait rendu l'ignorance impossible. Les nuits qui ont suivi cette découverte n'ont pas été agitées. Elles ont été longues, immobiles, presque silencieuses. Je dormais peu, mais je ne tournais pas en rond. Je restais allongée, les yeux ouverts, à écouter les bruits familiers de la maison, comme si chaque craquement venait confirmer ce que je refusais encore d'admettre pleinement. Ce que j'avais pris pour une vie stable reposait sur une ignorance soigneusement entretenue. Je ne cherchais plus d'excuses, ni pour eux, ni pour moi. Je repassais les scènes anciennes avec une précision nouvelle. Les phrases prononcées pour me rassurer. Les sourires trop rapides. Les décisions présentées comme techniques, donc indiscutables. Tout s'assemblait avec une logique presque implacable. Ce n'était pas une suite de malentendus. C'était une construction patiente. Je me suis demandé quand j'avais cessé de poser des questions. Était-ce par fatigue? Par amour? Par peur de déranger? Peut-être le jour où j'avais compris, sans jamais le formuler clairement, que demander impliquait de risquer l'agacement, la condescendance, parfois l'exclusion. J'avais choisi la paix, sans voir qu'elle exigeait mon effacement. Je pensais souvent à ma mère, à sa vie droite, silencieuse, à sa capacité à tout porter sans jamais se plaindre. On disait d'elle qu'elle était forte. Aujourd'hui, je comprends que cette force avait aussi servi de prétexte à l'oubli. On louait son endurance, mais on profitait de son silence. J'avais reproduit ce modèle sans même m'en rendre compte. Une nuit, incapable de rester allongée plus longtemps, je me suis levée. J'ai sorti le dossier, retrouvé, au grenier. Je l'ai posé sur la table de la cuisine, sous la lumière crue. J'ai pris le temps. Cette fois, je ne cherchais plus à préserver qui que ce soit. Je voulais comprendre. Pleinement. Je lisais chaque page, lentement, sans chercher à atténuer ce qu'elle révélait. Le vocabulaire juridique était sec, presque inhospitalier, mais il avait une qualité que je n'avais plus rencontrée depuis longtemps. Il ne mentait pas. Il ne parlait pas d'intention, ni de sentiments. Il parlait de faits, de dates, de conséquences. J'ai pris un carnet. Un carnet simple, sans valeur particulière. J'y ai noté ce que je découvrais. Des noms, des années, des décisions prises sans moi. J'ai reconstitué une chronologie. Plus j'écrivais, plus une évidence s'imposait. Mon ignorance n'avait pas été accidentelle. Elle avait été entretenue. Cette prise de conscience m'a fait mal, mais elle m'a aussi apporté une forme d'apaisement étrange. Elle mettait fin à un doute ancien, diffus, que je portais depuis des années, sans jamais savoir le nommer. Je n'étais pas trop méfiante. Je n'exagérais pas. Ce malaise avait une cause réelle. Je ne ressentais toujours pas de haine. Cela m'a surprise. À la place, une détermination calme prenait forme. Je n'avais plus envie d'expliquer, ni de convaincre. Je voulais savoir jusqu'où allait la vérité, et ce que je pouvais en faire sans me perdre à nouveau. Je savais que je ne pouvais pas rester seule avec cela. Mais je savais aussi que parler à ma famille, à ce stade, ne ferait que renforcer les mécanismes déjà en place. Le déni, la justification, le renversement des responsabilités. Alors j'ai choisi un autre chemin.
j'ai pris rendez-vous avec un notaire qui ne connaissait ni mon nom ni mon histoire. Dans son bureau, j'ai posé le dossier sur la table. Il a lu sans commentaire excessif. Il expliquait, calmement, précisément. Il parlait de consentement, de représentation, de zones floues aussi. Il ne promettait rien. Il éclairait. Ah, cette neutralité m'a fait du bien. Elle m'empêchait de basculer dans l'émotion brute. Elle me rappelait que comprendre était déjà une manière de reprendre du pouvoir. J'ai aussi consulté un avocat. Pas pour attaquer, pour savoir. Il m'a écouté longuement, puis il a posé des questions simples, presque austères. Il m'a dit que le droit ne répare pas les blessures, mais qu'il empêche qu'on en ajoute de nouvelles. Cette phrase est restée avec moi. De retour chez moi, j'ai continué à écrire. J'éliminais les suppositions. Je gardais les faits. Je sentais mon souffle se libérer. Comme si nommer les choses leur retirait une partie de leur poids. Ah, rien n'avait encore changé à l'extérieur. Je répondais toujours aux messages. Je disais que tout allait bien. Ce n'était pas un mensonge. C'était une vérité partielle, nécessaire. À l'intérieur, en revanche, tout s'était déplacé. Je comprenais enfin que le silence n'est pas toujours une vertu. Qu'il peut devenir une faute quand il sert uniquement à protéger une injustice. Et que la loyauté, lorsqu'elle exige l'ignorance, n'est plus de l'amour. Ce soir-là, en refermant mon carnet, j'ai senti quelque chose se stabiliser en moi. Je n'étais pas encore dans l'action. Je n'étais pas dans la confrontation. Mais je n'étais plus dans l'ombre. Et pour la première fois, je savais exactement ce que je refusais désormais, continuer à être la seule à ne pas savoir. La préparation n'a pas commencé par un geste spectaculaire. Elle a commencé par un tri intérieur. J'ai compris que je ne pouvais plus confondre la prudence avec la peur, ni le silence avec la loyauté. Ce que je m'apprêtais à faire ne relevait pas de la colère, mais de la nécessité. Il ne s'agissait pas de réparer le passé, mais d'empêcher qu'il continue à décider à ma place. J'ai commencé par ordonner les faits. Chaque document retrouvé a été relu, classé, annoté. Je ne voulais plus dépendre de ma mémoire, trop longtemps mise à l'épreuve. Les dates, les signatures, les termes juridiques prenaient désormais une forme claire. À mesure que l'ordre se faisait sur le papier, quelque chose s'apaisait en moi. La confusion reculait. La réalité s'installait. Je me suis rendue plusieurs fois chez le notaire. Des rendez-vous courts, précis, sans pathos. Il parlait de ce qui était possible, de ce qui ne l'était plus. Il ne promettait pas de miracle. Il dessinait des marges. Ces marges, je les ai accueillies comme des respirations. Elles me rappelaient que tout n'était pas figé, que certaines décisions pouvaient encore m'appartenir. Nous avons évoqué la gestion des biens, les procurations anciennes, les conséquences des choix passés. J'écoutais attentivement, sans interrompre. J'apprenais un langage qui m'avait été longtemps refusé. Ce langage n'était pas hostile. Il était exigeant. Il demandait de la précision, de la constance, et surtout, de la lucidité. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire. Un geste simple, administratif, presque anodin. Pourtant, en signant les documents, j'ai ressenti un basculement. Pour la première fois depuis longtemps, je faisais quelque chose qui n'était destiné qu'à moi. Personne n'en a été informé. Ce n'était pas un secret. C'était une frontière posée sans bruit. J'ai revu mon testament. Non par peur de mourir, mais par désir de transmettre autrement. J'ai réfléchi à ce que je voulais protéger, à ce que je refusais désormais de voir instrumentalisé. Certaines décisions ont été difficiles. Elles exigeaient de renoncer à des images anciennes, à des attentes que je n'osais plus entretenir. Mais cette difficulté était saine. Elle me ramenait à une responsabilité que je n'avais jamais pleinement assumée, celle de choisir. Pendant ce temps, à l'extérieur, rien ne semblait changer. Je continuais à répondre aux messages, à accepter les invitations, à sourire aux remarques condescendantes. Ce masque n'était plus une soumission. Il était un outil. Il me donnait le temps nécessaire pour agir sans être entravé par des réactions prématurées. Je mesurais désormais chaque parole, chaque silence. Je savais que trop expliquer, trop tôt, ne ferait que renforcer les défenses déjà en place. Ceux qui avaient organisé l'ignorance savaient se justifier. Ils avaient l'habitude. Moi, j'apprenais une autre forme de patience, plus stratégique, plus ancrée. L'avocat m'a aidé à anticiper les réactions. Il m'a parlé de déni, de colère, de tentative de retournement. Il m'a dit que la vérité, lorsqu'elle surgit,
n'est presque jamais accueillie avec gratitude. Elle dérange, parce qu'elle oblige à renoncer à des récits confortables. Je n'attendais ni excuse ni reconnaissance. Je voulais que les faits existent et qu'ils aient des conséquences concrètes. Mais je continuais à écrire dans mon carnet. Pas pour me plaindre, pour garder une trace. Des rendez-vous, des échanges, des phrases prononcées à la légère mais révélatrices. Je n'avais plus besoin de me souvenir. J'avais besoin de constater. Cette écriture me donnait une stabilité nouvelle. Elle empêchait les doutes de reprendre toute la place. Par moments, l'hésitation revenait. Était-ce trop tard? Était-ce utile? Ne valait-il pas mieux continuer à se taire pour préserver ce qui restait? Ces questions traversaient mes journées sans s'y installer. Elles perdaient leur force à mesure que je voyais se dessiner un chemin cohérent, un chemin qui ne passait plus par l'effacement. Je me surprenais à marcher différemment, plus droite, pas par orgueil, mais parce que je n'avais plus à porter un poids invisible. La préparation me rendait plus solide, sans me rendre dur. Je ne cherchais pas à faire mal. Je cherchais à ne plus être blessé. J'ai sécurisé les documents importants. J'ai anticipé des réactions possibles. J'ai pris des décisions concrètes, parfois discrètes, parfois irréversibles. Et tout cela sans précipitation. Je savais que le moment viendrait. Il vient toujours. Quand la structure est prête, la confrontation n'a plus besoin d'être violente. Elle devient inévitable. Je n'ai jamais appelé cela une vengeance. Le mot est trop bruyant, trop chargé. Ce que je préparais était une restitution. La restitution de ma place, de ma voix, de mon droit à comprendre et à décider. Ce qui me frappait le plus, c'était le calme qui m'habitait désormais. Un calme que je n'avais jamais connu. Il ne venait pas de l'oubli, mais de la cohérence retrouvée. Mes actes correspondaient enfin à ce que je savais. Je n'étais plus dans l'attente. Je n'étais plus dans la peur. J'étais dans le temps juste. Et dans ce silence choisi, précis, organisé, je savais que le piège se refermerait sans éclat. Parce qu'il ne reposait plus sur la surprise, mais sur la vérité. La confrontation ne s'est pas annoncée comme un orage. Elle n'a pas été précédée de signes, ni de paroles lourdes de menaces. Elle s'est imposée à un moment banal, presque confortable, précisément parce que chacun croyait encore maîtriser le récit. Mais c'était un repas familial, un de ces rendez-vous où l'on se retrouve par habitude, où les gestes sont réglés d'avance et les rôles distribués sans être nommés. Je me suis assise à ma place habituelle. Rien dans mon attitude ne laissait deviner ce que je savais désormais. Je parlais peu, j'écoutais beaucoup. Ils discutaient de projets, d'ajustements à venir, de décisions déjà prises. Mon nom apparaissait parfois dans leurs phrases, comme un paramètre à intégrer, jamais comme une voix à entendre. J'ai attendu. Quand le moment est venu, je n'ai pas demandé le silence. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement posé le dossier sur la table, lentement, devant moi, entre eux et moi. Le bruit du carton contre le bois a interrompu la conversation. Ce bruit n'était pas agressif. Il était définitif. Les regards se sont tournés vers moi. Certains ont reconnu immédiatement la chemise. D'autres ont feint l'étonnement. Personne n'a souri. Je sentais la tension se déplacer, quitter l'espace confortable des sous-entendus, pour entrer dans celui, plus étroit, des faits. J'ai ouvert le dossier. Je n'ai pas tout sorti. Seulement quelques documents, choisis avec soin. Des actes, des dates, des signatures. Les miennes. Je les ai alignés sur la table comme on pose des pièces déjà gagnantes, sans théâtralité. Je n'avais pas besoin de convaincre. Les preuves parlaient pour moi. Je n'ai pas accusé. J'ai décrit. J'ai dit ce que j'avais découvert. Quand? Comment? Je n'ai pas ajouté d'interprétation, ni de reproche. J'ai laissé les faits faire leur travail. Cette neutralité les déstabilisait plus que n'importe quelle colère. Mon fils a réagi le premier. Il a tenté de minimiser. Il parlait de complexité administrative, de décisions anciennes, de contextes difficiles. Ah, il disait que tout cela n'avait jamais été fait contre moi. Je l'ai laissé parler jusqu'au bout. Puis je lui ai posé une question simple, précise, sans élever la voix. Pourquoi ne m'avoir jamais expliqué clairement ce que je signais? Il n'a pas répondu tout de suite. Son silence était plus parlant que ses justifications. Ma belle-fille a pris la parole à son tour. Son discours était structuré,
presque pédagogique. Elle parlait de protection, d'intérêt général, de ce qui avait été jugé préférable pour éviter des conflits. Elle disait qu'elle avait voulu préserver l'équilibre. Je l'ai regardée sans l'interrompre. Puis, je lui ai dit, calmement, que protéger quelqu'un en l'empêchant de comprendre n'était pas une protection, mais une confiscation. Elle a baissé les yeux. Autour de la table, les autres observaient. Certains semblaient découvrir l'ampleur de ce qui se révélait. D'autres cherchaient à se rendre invisibles. Les alliances implicites se fissuraient. Les regards se détournaient. Histoire commune, répétée pendant des années, ne tenait plus. À un moment, mon fils a élevé la voix. Pas par colère franche, mais par panique. Il disait que ce n'était pas le bon moment, que nous pouvions en reparler plus tard, que tout cela allait trop loin. Ce plus tard, je le connaissais. Il n'arrive jamais. Je lui ai répondu que le moment était passé depuis longtemps. Que ce jour-là n'était pas une rupture, mais un rattrapage. Que ce qui se jouait ici n'était pas une querelle familiale, mais la fin d'un silence organisé. J'ai alors annoncé, simplement, ce que j'avais fait, les démarches entreprises, les décisions déjà actées, les protections mises en place. Je n'ai pas cherché à provoquer. Je voulais seulement que chacun comprenne que le temps de l'opacité était terminé et qu'il ne dépendait plus de leur bonne volonté. Les réactions ont été immédiates et prévisibles. Colère. Déni. Tentative de justification. On m'a reproché d'exagérer, d'être ingrate, de briser la famille. Ces mots ne m'atteignaient plus. Je les connaissais. Ils faisaient partie du mécanisme de défense. Ils n'avaient plus de prise. Je n'ai répondu qu'à l'essentiel. J'ai dit que je n'avais rien détruit. Que ce qui se fissurait n'était pas la famille, mais le mensonge qui la soutenait. J'ai dit que je n'avais pas cherché à punir, seulement à reprendre ma place dans ma propre histoire. Le silence est tombé. Un silence lourd, irréversible. Ce n'était plus celui qui m'écrasait autrefois. C'était celui qui oblige chacun à regarder ce qu'il a préféré ignorer. Je me suis levée la première. J'ai rangé les documents. J'ai refermé le dossier. Je n'ai pas attendu d'excuses. Je n'en attendais plus. J'ai dit que je partais. Pas pour fuir. Pour respirer. En quittant la pièce, je n'ai ressenti ni triomphe ni tristesse. Seulement une clarté nouvelle. Le piège s'était refermé, non pas sur eux, mais sur l'histoire fausse qu'ils entretenaient. Elle n'avait plus d'espace pour se cacher. Dehors, l'air était frais. J'ai marché quelques minutes sans destination précise. Mon cœur battait calmement. J'avais fait ce que je devais faire. Sans éclat. Sans vengeance criante. Avec la précision de quelqu'un qui n'accepte plus d'être effacé. Je savais que les conséquences viendraient. Elles viennent toujours. Mais à cet instant précis, une chose était certaine. Je n'étais plus prisonnière du silence des autres. Après cette confrontation, rien ne s'est effondré, d'un seul coup. Il n'y a pas eu de cris prolongés, pas de porte claquée, pas de scène finale comme on en voit dans les films. L'éclatement s'est produit autrement, plus lentement, plus sournoisement, comme une structure qui semblait solide, mais dont les fondations, une fois mises à nu, ne pouvaient plus soutenir le poids des habitudes. Les jours qui ont suivi ont été marqués par une agitation confuse. Des messages arrivaient à toute heure, parfois longs et explicatifs, parfois courts et secs. Des appels manqués s'accumulaient, sans que je ressente l'urgence d'y répondre. Je sentais que chacun cherchait à retrouver une position stable dans un paysage, soudain bouleversé. Plus rien n'allait de soi. Mon fils a appelé le premier. Sa voix était tendue, hachée, comme s'il parlait depuis un endroit trop étroit pour contenir ce qu'il ressentait. Il ne s'est pas excusé. Pas vraiment. Il parlait de malentendus, de décisions prises trop tôt, de choses qu'il aurait fallu expliquer autrement. Il répétait qu'il n'avait jamais voulu me faire de mal. J'ai écouté jusqu'au bout, sans l'interrompre. Puis je lui ai dit, calmement, que ne pas vouloir blesser n'empêche pas de le faire, surtout quand on décide à la place de quelqu'un pendant des années. Il est resté silencieux. Ce silence-là n'était plus une arme contre moi. C'était un constat. Ma belle-fille a choisi une autre voie. Ses messages étaient longs, structurés, presque argumentés. Elle tentait de reconstruire une logique, de donner un cadre moral à ce qui venait d'être exposé. Elle parlait de protection, de responsabilité assumée, de ce qu'elle croyait être le bien de tous.
Elle se présentait comme une intermédiaire mal comprise, prise dans un système qui la dépassait. Je n'ai pas répondu. Je savais que toute réponse m'entraînerait à nouveau dans un terrain que je refusais désormais d'occuper, celui des justifications affinies, où la vérité se dilue dans les intentions. Les faits n'avaient plus besoin d'être défendus. Ils existaient. Les autres membres de la famille se manifestaient avec prudence. Un message de soutien maladroit. Une phrase qui se voulait neutre. Personne ne voulait prendre position clairement. Les alliances tacites, autrefois solides, devenaient fragiles. Chacun craignait d'être associé à ce qui venait d'être révélé. Élodie est venue me voir quelques jours plus tard. Elle s'est assise en face de moi, les mains jointes, le regard fuyant. Elle m'a dit qu'elle savait, depuis longtemps, que certaines choses n'étaient pas claires. Qu'elle avait préféré se taire pour préserver l'équilibre familial. Sa voix tremblait, non de peur, mais de honte. Elle comprenait enfin que ce silence l'avait rendue complice. Ah, je lui ai dit que je ne cherchais pas de coupable supplémentaire. Que le mécanisme était ancien, bien installé, et qu'il avait fonctionné parce que beaucoup avaient préféré ne pas voir. Elle a pleuré. Pas pour moi seulement, mais pour cette famille qu'elle ne reconnaissait plus. Peu à peu, les tensions se sont déplacées. Les reproches ne m'étaient plus directement adressés. Fluides, ils circulaient entre eux. Chacun tentait de se décharger de sa part de responsabilité. Les décisions, autrefois prises dans un accord implicite, devenaient soudain des erreurs individuelles. Les silences se retournaient contre ceux qui les avaient entretenus. Je regardais tout cela à distance. Non par indifférence, mais parce que je n'étais plus au centre. J'avais cessé d'être le pilier invisible sur lequel reposait l'équilibre fragile. Ce rôle ne m'appartenait plus, et cette mise à distance me procurait un calme inattendu. La maison elle-même me semblait étrangère. Les murs, chargés de souvenirs, résonnaient autrement. Ce lieu que j'avais longtemps protégé n'était plus un refuge. Il portait trop de décisions prises sans moi, trop de vérités étouffées. Je sentais que rester là reviendrait à continuer de porter une histoire qui n'était plus là. Nienne. On m'a accusé, parfois à demi à mot, d'avoir tout compliqué. D'avoir ouvert une boîte qu'il aurait mieux valu laisser fermer. Ces mots ne me blessaient plus. Je comprenais désormais que ce qui s'était fissuré n'était pas la famille, mais le récit mensonger qui la maintenait debout. Je n'avais rien détruit. J'avais cessé de soutenir un mensonge collectif. Ce chaos avait une fonction, même s'il était douloureux. Il obligeait chacun à regarder ce qu'il avait accepté trop longtemps, à reconnaître que la paix, fondée sur l'ignorance, n'est qu'un rebord de la violence, à comprendre que certaines vérités, même tardives, exigent d'être nommées. Je sentais qu'un cycle se terminait. Pas seulement une période de ma vie, mais une manière d'exister. Je n'étais plus celle qui amortit, qui rassure, qui absorbe les tensions, pour que les autres puissent continuer à ne pas regarder. J'étais devenue témoin de ce que provoque la vérité, quand elle n'a plus de refuge. Dans cet éclatement, je ne cherchais ni réparation immédiate, ni reconnaissance tardive. Je savais que tout cela prendrait du temps, peut-être ne viendrait jamais. Alors, mais une chose était désormais acquise, irrévocable. Je n'étais plus responsable de réparer ce qui s'était construit sur mon effacement. Et pour la première fois, cette certitude me semblait non seulement juste, mais profondément libératrice. La décision de partir ne s'est pas imposée comme une fuite, mais comme une suite logique. Après l'éclatement, après les silences chargés et les regards évitants, rester aurait signifié continuer à habiter un décor, guidé de son sens. Je n'avais plus rien à prouver, ni à réparer. J'avais seulement besoin de retrouver un espace où mon existence ne dépendrait plus de ce que les autres savaient ou cachaient. Je n'ai pas annoncé mon départ. Je l'ai préparé discrètement, à mon rythme, comme j'avais appris à le faire ces derniers mois. J'ai choisi un lieu simple, loin des habitudes et des souvenirs trop lourds. La mer s'est imposée presque naturellement. Elle avait toujours été présente dans mes pensées, comme une promesse différée. Cette fois, je n'attendais rien d'elle. Sa constance suffisait. L'appartement était modeste, lumineux, sans histoire. 2 pièces, un balcon étroit, d'où l'on apercevait l'horizon entre les immeubles. Rien de spectaculaire, mais rien non plus qui m'obligeait à être fidèle à un passé qui ne m'appartenait plus. C'était un espace neutre, prêt à accueillir une vie débarrassée des récits imposés. Le jour du départ, j'ai fait mes valises lentement. J'ai laissé derrière moi bien plus que ce que j'emportais.
Des meubles, des objets accumulés, des habitudes devenues inutiles. J'ai pris quelques vêtements, des livres, des photos anciennes. Et mon carnet. Le reste pouvait rester. Il ne me définissait plus. Fermer la porte de la maison n'a pas été douloureux. J'ai posé les clés sur la table, doucement, comme on dépose un objet après l'avoir trop longtemps serré. Ce geste n'était pas un renoncement. C'était une transition. La maison avait contenu une vie entière. Elle n'avait pas à contenir la suite. Les premiers jours ont été étranges. Le silence n'était plus une absence oppressante. Il était neuf, presque accueillant. Je me levais sans contrainte. Je préparais mon café sans penser à ce que je devais pour quelqu'un d'autre. Le temps semblait s'étirer autrement, sans urgence. Personne ne me connaissait ici. Personne ne me demandait de justifier mes choix. Cette invisibilité choisie m'apportait un soulagement profond. J'avais vécu trop longtemps sous le regard des autres, à anticiper leurs attentes, à ajuster mes gestes pour ne pas déranger. Ici, je n'étais qu'une femme qui recommençait. Je marchais souvent le long de la plage, sans but précis, pas pour réfléchir, mais pour sentir. Le vent, le sel, le mouvement régulier des vagues. Ces éléments simples me rappelaient que la vie n'a pas besoin d'être expliquée pour exister pleinement. Le soir, j'écrivais. Pas pour constituer un dossier. Pas pour me défendre. J'écrivais pour déposer ce qui avait été trop longtemps retenu. Des souvenirs, des questions, des phrases jamais prononcées. Je ne cherchais pas toujours des réponses. J'apprenais à laisser les choses exister sans les contrôler. Ma famille existait toujours, mais à distance. Mon fils m'a envoyé un message bref, me demandant si tout allait bien. J'ai répondu oui, c'était vrai. Cette vérité-là n'avait pas besoin d'être développée. Élodie m'appelait parfois. Nos conversations étaient simples, prudentes. Nous parlions du quotidien, du temps, de choses sans enjeu. Le passé restait présent, mais il ne dictait plus chaque échange. Ma belle fille, elle, s'était retirée de mon horizon. Je ne cherchais pas à combler ce silence. Certaines absences sont nécessaires pour que l'on puisse enfin respirer. Dans cette nouvelle vie, je n'étais plus un rôle à tenir. Je n'étais plus la mère qui amortit les chocs, la femme qui absorbe les tensions pour préserver l'équilibre. Je n'étais plus une fonction. J'étais une présence entière, avec des limites claires. Je pensais parfois au pardon, pas comme à une obligation morale, mais comme à une possibilité lointaine. Le pardon, s'il venait, ne serait ni un oubli ni une justification. Il serait une manière de ne plus porter la colère là où elle n'a plus de prise. Je repensais aussi à ce que j'avais découvert, à ce qu'ils savaient tous, sauf moi. Cette vérité, aussi douloureuse soit-elle, m'avait libérée. Elle m'avait obligée à quitter une histoire fausse pour entrer dans une vie réelle. Je n'étais pas devenue quelqu'un d'autre. J'avais cessé de me définir à travers ce que l'on attendait de moi. Et dans ce départ silencieux, sans éclat ni revanche visible, je comprenais que la véritable reconstruction commence. Souvent là où l'on accepte de ne plus être indispensable, à personne, sauf à soi à même. Il m'arrive encore, certains soirs, de m'asseoir face à la mer sans rien lui demander. Je la regarde avancer, se retirer, recommencer, fidèle à un mouvement qui n'exige ni promesse ni justification. Dans cette constance, je reconnais quelque chose que j'ai longtemps cherché ailleurs, une vérité simple, qui n'a pas besoin d'être expliquée pour être légitime. Mais le passé ne s'est pas effacé avec le départ. Il revient parfois, par fragments. Une phrase prononcée autrefois, un regard esquivé, une signature apposée sans comprendre. Alors, ces souvenirs ne me traversent plus comme des blessures ouvertes. Ils sont devenus des repères. Ils me rappellent ce que j'ai accepté trop longtemps, et surtout, ce que je n'accepte plus. Je pense souvent à la femme que j'ai été. Celle qui croyait que l'amour se prouvait par la patience, que la loyauté consistait à ne pas poser de questions. Celle qui confondait la paix avec l'absence de conflit, sans voir que ce calme avait un prix. Je ne la juge pas. Je lui dois même une forme de gratitude. Elle a tenu assez longtemps pour que je puisse, un jour, comprendre. On parle souvent du courage comme d'un acte visible, spectaculaire. Une rupture, une colère, une confrontation éclatante. Le courage que j'ai appris est plus discret. Il ressemble à une enveloppe ouverte sans témoin. À un dossier relu jusqu'au bout. À une question posée sans trembler. À un silence qui cesse d'être une peur pour devenir un choix. Je n'ai pas gagné contre ma famille.
Cette idée m'a toujours semblé étrangère. La vie n'est pas un tribunal permanent où l'on doit désigner des vainqueurs et des perdants. Ce que j'ai fait est plus simple et plus exigeant. J'ai cessé de vivre dans une histoire écrite sans moi, racontée pour préserver la tranquillité des autres. Certains m'en voudront toujours. Ils diront que j'ai remué le passé inutilement, que j'ai brisé un équilibre fragile, que j'ai ouvert une boîte qu'il aurait mieux valu laisser fermer. Je comprends cette colère. Je distingue. Quand une vérité longtemps étouffée surgit, elle donne l'impression de détruire ce qui tenait encore debout. Il est plus confortable d'accuser celle qui ouvre le dossier que de reconnaître le mensonge qu'il contient. Je n'ai jamais cherché à humilier. Je n'ai jamais voulu punir. Je n'ai pas élevé la voix plus que nécessaire. J'ai simplement refusé de continuer à porter un secret qui n'était pas le mien. J'ai refusé de rester la gardienne d'un silence qui me coûtait trop cher. Il y a un prix à cette lucidité. Elle isole parfois. Elle laisse des liens fragilisés, des conversations inachevées, des distances qui ne se comblent pas. Mais cette solitude n'est pas un vide. C'est un espace où l'on respire sans s'excuser, où l'on peut enfin choisir sans demander la permission. Si je raconte cette histoire aujourd'hui, ce n'est pas pour régler des comptes. C'est pour m'adresser à celles et ceux qui se reconnaîtront dans les marges, à celles qui portent trop, à celles à qui l'on dit d'attendre encore, de comprendre toujours, de ne pas faire de vagues, à celles qui confondent la paix avec l'effacement. Je voudrais leur dire qu'il n'est jamais indécent de vouloir comprendre, qu'il n'est jamais trop tard pour relire sa propre vie, ouvrir un dossier, poser une question, que le droit n'est pas un cri, mais un outil, et que la dignité ne consiste pas à tout accepter, mais à savoir quand s'arrêter. Je ne dis pas que cela ne fait pas mal. Je dis seulement que rester dans une histoire fausse détruit plus sûrement que la vérité, même quand cette vérité oblige à renoncer à des certitudes rassurantes, à des images idéales, parfois même à des liens anciens. Aujourd'hui, ma vie est simple. Je marche, je lis, j'écris parfois, je choisis. Ces gestes peuvent sembler ordinaires. Pour moi, ils sont essentiels. Ils m'appartiennent. Et pour la première fois, je n'ai pas l'impression de vivre une vie empruntée. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Peut-être des silences définitifs. Peut-être des rapprochements maladroits. Je n'essaie plus de tout prévoir. J'ai compris que la paix ne vient pas de la certitude, mais de l'accord entre ce que l'on sait et ce que l'on accepte. Alors, s'il ne devait rester qu'une seule phrase, une seule, prononcée sans colère ni triomphe, mais avec la clarté acquise, trop tard, ce serait celle-ci. Le silence peut aussi être une forme de justice.